mon cœur et j'ai écouté mon corps aussi, surtout. Et j'ai pris la décision d'arrêter Autrera Beauty. Pourquoi j'arrête YouTube? J'ai encore fait ce cauchemar, dans lequel j'ai un vrai travail. C'était horrible. La semaine dernière, Susan Wojcicki, CEO de YouTube, a publié un communiqué dressant les objectifs de la plateforme de Google pour l'année 2022. Dedans, elle parle notamment de la volonté de mettre en avant les podcasts ou même encore de développer les NFT. Et si j'étais déjà inquiet concernant le futur du site et des créateurs de contenu qui s'y trouvent, et je l'ai d'ailleurs fait savoir plusieurs fois, ce billet a renforcé mon inquiétude, tant le navire YouTube semble naviguer à vue. À tel point que je me demande même si les youtubeurs ne vont pas simplement finir par disparaître. Pour comprendre pourquoi je dis ça, on va procéder en deux parties, en commençant par se focaliser sur la plateforme. Depuis 2 ans, je considère que YouTube est en perte de vitesse, au moins en France. L'arrivée de TikTok et l'explosion de Twitch ont grignoté du temps de cerveau disponible aux utilisateurs qui ne passent pour l'instant pas forcément moins de temps sur YouTube, mais qui n'en passent pas plus qu'avant. Le site n'attire plus autant qu'avant, que ce soit les créateurs ou les utilisateurs. Cela peut s'expliquer par différents facteurs. Tout d'abord, le manque de renouvellement et de nouveauté des fonctionnalités. Les nouveautés sur YouTube sont rares et le plus souvent éphémères ou peu efficaces à l'image de l'onglet communauté. La dernière nouveauté étant les shorts dont Susan Wojcicki a l'air particulièrement fière et qui ne semble être qu'une vaine et désespérée tentative de répondre à TikTok et de faire plaisir aux investisseurs. Donc YouTube les met particulièrement en avant et incite fortement les youtubeurs à en faire. C'est pour cette raison que vous voyez de plus en plus de créateurs de contenu se mettre à faire des shorts pour essayer d'émerger dans l'algorithme, au risque que ces derniers ne soient pas toujours particulièrement pertinents. On a aussi eu dernièrement la disparition des pouces rouges, désavoués par le créateur de YouTube lui-même dans la description de la toute première vidéo, Me at the Zoo. Officiellement, ce serait pour éviter les harcèlements des youtubeurs. Mais la plupart des harcèlements ont lieu en DM ou en commentaire, en tout cas par le biais de messages écrits, non pas avec un simple pouce rouge, auquel le créateur a de toute façon toujours accès dans son Creator Studio. Il faut également mentionner l'omniprésence des publicités qui sont désormais au nombre d'au moins 2 par vidéo. Ce qui doit être particulièrement relou. Après, moi je sais pas, vu que j'ai pris YouTube Premium, c'était complètement rentable avec le tarif étudiant. Alors oui, c'est un avantage, car l'augmentation des pubs a entraîné dans le même temps une augmentation des revenus pour les youtubeurs, ce qui est aujourd'hui un argument majeur de la plateforme pour retenir ses créateurs. Mais l'expérience client a pris un sacré coup. Aussi, je pense qu'un des points faibles de YouTube vient du manque d'adéquation du site avec la demande. Aujourd'hui, TikTok propose du contenu immédiat en ouvrant directement l'application avec moins de pubs ou en tout cas des pubs plus facilement skippables. Le réseau social chinois offre un confort sans précédent aux consommateurs en lui proposant du contenu sans qu'il ait à choisir, cliquer ou rechercher quoi que ce soit. Mieux, son algorithme est tellement puissant qu'il cerne très rapidement qui nous sommes pour nous proposer exactement le contenu qui pourrait nous plaire. Lorsqu'une personne a 10 minutes à perdre, elle a donc tout intérêt à aller sur TikTok pour avoir du contenu personnalisé immédiat plutôt que d'aller sur YouTube avec la nécessité de trouver quelle vidéo regarder, avoir de pubs, puis peut-être s'être trompé dans son choix. TikTok considère que les choix de l'humain ne sont pas optimaux et les fait donc à sa place. C'est questionnable éthiquement, mais particulièrement confortable. YouTube s'est pour moi pendant trop longtemps reposé sur ses lauriers de leader hégémonique de la vidéo sur Internet. En se considérant comme quasiment intouchable, cela a conduit la firme à ne pas suffisamment prendre en compte les retours des créateurs et des utilisateurs. Finalement, 2 ans et une pandémie auront suffi à faire trembler ce géant au pied d'argile. Mais pour autant, est-ce que la plateforme YouTube va mourir dans les prochaines années et rejoindre MySpace, MSN ou Vine dans l'armoire des entreprises du web qui ont échoué à s'inscrire dans la durée? D'ailleurs, pour Jay Bolter et Richard Grusin, un média, et je considère qu'aujourd'hui YouTube est un média, ne disparaît pas, il se remédie. YouTube va donc forcément se remédier sous d'autres formes et s'adapter. La radio a commencé à être filmée, bien que tardivement, pour faire face à la télévision. D'ailleurs, elle n'a jamais complètement disparu, alors qu'on pourrait se dire qu'avec l'arrivée de la télévision, elle n'avait aucune raison de continuer à exister. YouTube se met donc aux shorts pour faire face à TikTok. Et de l'autre côté, TikTok s'est également inspiré de YouTube avec les likes, les commentaires ou les abonnements. Ça va dans les deux sens.
Alors, la plateforme de Google ne va pas disparaître, surtout car elle est la seule à proposer la possibilité de publier du contenu vidéo de cette manière, notamment que ce soit pour les clips ou les replays d'émissions TV. Ce à quoi elle est par contre peut-être destinée, comme l'expliquait Antoine Daniel la semaine dernière en story Insta. Et tout ça, c'est évidemment sans parler de la censure ou même des problèmes d'algorithme ou de mise en avant des créateurs, qui est très discutable, mais qui existe depuis le début de la plateforme quasiment. Donc difficile de lier ça à son possible déclin à venir. Bref, YouTube en tant que plateforme rencontre de gros problèmes qui expliquent ses probables futures difficultés. Mais il faut être honnête et voir les choses en face. Ce n'est pas mieux au niveau des créateurs. D'ailleurs, c'est quasiment à leur niveau qu'on voit le plus la disparition potentielle de YouTube. En effet, de moins en moins de créateurs de contenu ont YouTube comme source de revenus ou même de création principale. Et encore moins sont exclusivement sur YouTube. Même Squeezie, youtubeur numéro 1 incontesté, est aujourd'hui également sur Twitch, mais aussi sur TikTok ou encore sur Instagram, qui je pense lui rapporte peut-être autant, si ce n'est plus d'argent. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour me libérer du joug de YouTube. Non, en vrai, ça m'aiderait énormément. Et surtout, on fait très souvent des lives pour débriefer toutes les actus pop culture, mais aussi parler de la chaîne, des dramas YouTube qu'on a vu passer entre temps. C'est vachement sympa, on n'est pas nombreux, et du coup, on peut vraiment discuter ensemble. N'hésitez pas, c'est plutôt cool. Cela va permettre d'offrir plus de liberté aux créateurs qui ne dépendent plus que d'une seule entité, ce qui est vachement dangereux à la base, mais ça montre aussi à quel point YouTube n'est plus aussi incontournable. Et même au-delà de ça, on voit beaucoup de youtubeurs dont les vues diminuent au fur et à mesure des années. Vodka en a parlé dans sa dernière vidéo, et Durandal a aussi relevé une baisse de vues en 2021. Pourtant, avec le confinement, les gens n'ont jamais passé autant de temps sur les écrans. Et ces youtubeurs sont loin d'être des cas isolés. J'avais parlé des youtubeuses beauté, mais aussi Norman ou McFly et Carlito qui font moins de vues qu'avant à leur échelle. Même moi, qui a une chaîne beaucoup plus modeste et qui est censée être en croissance, je sens que parfois l'accélération est difficile, voire impossible. Dans le même temps, TikTok propose de cumuler des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues, avec un effort minimum. YouTube ne fait donc plus rêver, et je suis d'accord avec ça dans le sens où si quelqu'un voulait se lancer dans la création de contenu sur internet, je pense que je ne lui conseillerais pas YouTube, mais plutôt TikTok ou Twitch. Le problème, c'est que les créateurs ne font rien pour y faire face. Je vous ai demandé sur Twitter quel créateur avait vraiment une plus-value pour vous aujourd'hui sur YouTube. Les mêmes noms sont revenus, et il s'agit le plus souvent de youtubeurs en place depuis longtemps. Alors, ça peut s'expliquer car ma communauté a forcément des goûts similaires, d'où les similitudes, et ceux en place sont plus connus, d'où leur plus grande citation. Mais même moi, personnellement, ça fait très longtemps que je n'ai pas découvert un créateur de contenu dont j'ai trouvé les vidéos rafraîchissantes ou vraiment intéressantes. La dernière étant peut-être Amy Plants, mais ça commence à remonter à il y a pas mal de temps. Alors je me souviens que jusqu'en 2018, je dirais, quasiment chaque mois, je découvrais un nouveau créateur qui proposait un concept novateur et que je prenais plaisir à regarder. Alors, peut-être aussi que c'est la nostalgie qui parle et qui m'a fait effacer une partie de ma mémoire pour n'en garder que les bons souvenirs et donner l'impression que chaque semaine, je découvrais une nouvelle chaîne YouTube qui proposait quelque chose. Mais quand je repense à l'époque où il y avait les questions cons, Top 10, Doc7, Antoine Daniel, Mathieu Sommet, c'était pas forcément des vidéos extrêmement qualitatives et c'était pas forcément les meilleures vidéos que le web a connues, mais c'était des vidéastes qui proposaient quelque chose. Pareil, quand il y a eu Studio Bagel qui s'est monté, Suricad, ce genre de choses. Il suffit même de revoir tous les saluts internet de Doc7 pour voir la diversité de l'offre. Après, je dis pas ça parce que c'est ce qui m'a permis de percer. Désormais, j'ai un peu l'impression que YouTube tourne en rond. Certains diront que tout a été fait, tout a été dit. On est donc condamné à entendre un énième trait d'horreur qu'on connaît déjà, voir une réaction à une énième émission que tout le monde a vue, ou entendre une analyse d'un phénomène que tout le monde a déjà compris depuis 5 ans. La loi de Pareto a aussi fini par s'imposer sur YouTube, avec 10% des youtubeurs qui monopolisent 80% des visionnages et des recommandations. Dans le même temps, et comme malheureusement je l'avais prédit, de plus en plus de créateurs de contenu font part de leur lassitude, leur fatigue face à un travail parfois aliénant et pas si créatif qu'on pourrait le penser. Et si on est arrivé là, selon moi, c'est pour une raison simple, YouTube s'est codifié. À la base, si YouTube a rencontré un énorme succès auprès d'une génération, c'est parce qu'il était une page vierge avec seulement quelques lignes qui ne demandaient qu'à être remplies. Chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, un créateur venait proposer un concept, une idée, une manière de faire les vidéos qui changeaient. Notamment de la télévision, où tout était ultra normé, avec des présentateurs qui se forcent à rire, un rythme agaçant et des pubs omniprésentes. Le gaming, la beauté, les podcasts, les reviews, les web-séries ont pris forme avec des procédés que personne n'avait jamais vus. En tout cas sous cette forme. Le facecam est né, la voix off aussi, voire même la présentation par des personnages. Petit à petit,
YouTube est devenu un métier et on a commencé à cerner ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. On a compris que c'était un algorithme qui se chargeait de mettre en avant nos vidéos et on a essayé de comprendre ses rouages. Les titres putaclic ont commencé à apparaître et des normes sont arrivées avec parmi elles les introductions, les demandes de pouces bleus, les outros, voire même le placement de produits. Et je l'ai remarqué quand j'ai moi-même enlevé les outros de mes vidéos. Je l'ai coupé sur une phrase sec et j'avais des tas de commentaires genre mais pourquoi tu conclus pas la vidéo? Pourquoi il n'y a pas d'outro? Tu nous demandes pas de nous abonner ou quoi? Alors que j'avais remarqué que quasiment personne les regardait, surtout que ça n'avait pas grand intérêt. Mais c'est simplement parce que c'était devenu dans les mœurs, dans les codes de YouTube. Et pareil pour le 4 tiers, hein, en soi, il n'y a pas de raison que toutes les vidéos YouTube soient en 16/9. Mais en soi, le 4 tiers, à la base, c'était comme ça que filmaient les webcams et ça marchait très bien à l'époque. Parce que désormais, la plateforme a des codes, des normes qu'il convient de respecter pour avoir le plus de chances de réussir. Mais ces codes, que suivent tous les créateurs, et moi le premier, sont pour moi le facteur le plus important du désintérêt de YouTube. TikTok a le mérite d'inventer des nouveaux codes et d'être un terreau fertile à la créativité et aux nouvelles idées. Ce qui en effet ne me convient personnellement pas du tout, mais ça a le mérite de proposer quelque chose. YouTube ronronne sur le même facecam micro-rod depuis bientôt 10 ans. La spontanéité est partie et la créativité semble la rejoindre. On a tendance à oublier qu'à la base, YouTube est un hébergeur et que la seule contrainte est de fournir un fichier vidéo, dans le respect des règles de droit d'auteur et des CGU, évidemment. Qui a décrété que la facecam devait dominer? Qui a décrété que la fiction, même sans production, n'avait pas sa place? Qui a décrété que la narration devait laisser place à des vidéos improvisées? Et comme je vous l'ai dit, avec cette vidéo, mon but, c'est pas de faire une vidéo défaitiste en disant voilà, YouTube est mort, c'est nul, il n'y a plus rien à faire, c'est faux. Il y a encore plein de choses super sur YouTube, c'est pour ça que je suis encore sur cette plateforme et que je passe autant d'heures dessus. Juste, je m'inquiète un peu pour son futur car les évolutions que je vois passer sont pas forcément les bonnes. J'ai l'impression que nous nous sommes nous-mêmes construit notre propre cage au fur et à mesure des années, à tel point qu'il paraît aujourd'hui impensable de proposer autre chose. Pourtant, c'est bien ça qui nous faisait aller sur YouTube, voir des gens tenter, échouer peut-être, mais essayer. Si je veux voir des personnes connues faire des blagues entre eux, je regarde Vendredi tout est permis. Si je veux voir la vie des gens dans le luxe et l'opulence montée et romancée, il y a la télé-réalité. Si je veux voir des concepts sur qui a le meilleur mariage, TF1 et M6 grouillent de ces émissions. Le problème n'a rien à voir avec les jeunes filles qui dansent sur TikTok, ou la superficialité des influenceurs, ou même la superficialité de la génération Z. Mais avec, à mon avis, le manque de créativité des youtubeurs qui se sont tellement professionnalisés qu'ils ont fini par ressembler à ce qu'ils fuyaient. La télévision. Finalement, YouTube est devenu l'équivalent de la télévision pour un public plus jeune, un média qui se repose sur ses acquis, qui n'évolue plus assez vite pour son temps et dont les codes, qui rassurent les créateurs et les viewers sur la qualité du contenu produit, a fini par enfermer tout le monde dans une boucle lassante, menant inexorablement vers un point de satiété où un nouveau média prendra le relais et refera sûrement les mêmes erreurs. À l'image de TikTok, qui se codifie également de plus en plus rapidement. Bon, et j'aurais pu conclure ma vidéo là-dessus, mais clairement, j'avais pas envie. Notamment car le biais de négativité est un code de YouTube dans lequel j'ai tendance à tomber trop souvent. Après, qu'on soit d'accord, toute plateforme est amenée un jour ou l'autre à développer des codes et des normes. Et donc, je ne défends pas une anarchie qui n'existe pas et ne peut pas exister sur YouTube. Les codes vont aussi servir de repère pour le public et surtout vont participer à la création d'une culture commune. Culture qui était d'ailleurs auparavant célébrée par le biais de YouTube Rewind qui, bien que souvent très mal exécuté, était une très bonne idée selon moi. Simplement, les codes se doivent d'être mouvants et d'évoluer avec le temps. Et j'ai l'impression que sur YouTube, ce n'est plus autant le cas, ou alors que ça ne va plus assez vite. Il faut aussi noter que ce retrait de YouTube de la part des créateurs et la diversification de leurs activités peut aussi s'expliquer par la peur de tourner en rond, mais aussi la volonté de légitimation qu'on a par contre déjà abordée à de nombreuses reprises sur la chaîne, parce que YouTubeurs c'est plutôt mal vu, et donc ils vont alors se diriger vers d'autres activités qui sont mieux vues et plus valorisantes. Donc, si je me plains du manque de renouvellement de YouTube, c'est parce que je m'inquiète pour cette plateforme avec laquelle j'ai grandi et appris tellement de choses. J'aime YouTube et j'aurais aimé que les nouvelles générations aient également leur chance de proposer une nouvelle vision du divertissement vidéo. Et je pense que c'est pas mort. Certes, l'algorithme décide de la mise en avant du contenu, mais il se plie à nos choix. Et je ne crois pas en un réveil collectif qui changerait la plateforme. Mais je pense qu'individuellement, on peut déjà se questionner sur le contenu qu'on consomme et les codes qui le régissent.
Et en tant que créateur, j'essaye de me demander le plus possible comment bousculer au moins un peu les codes qui m'enferment dans une case qui ne me sied pas complètement. Et donc en attendant, je continue de m'abreuver du contenu que je considère super intéressant sur la plateforme en espérant secrètement un retournement de situation ou alors d'un seul coup une reprise de vie sur YouTube pour ne pas voir malheureusement les youtubeurs disparaître petit à petit et emmener une grande partie de mon adolescence et de mon enfance avec eux.